Bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième Open Data Live. Nous sommes ensemble un quart d'heure autour du sujet comment va évoluer l'engorgement des hôpitaux. Il s'agit de notre dernier épisode sur le Covid. Je suis Edouard Nahama, data analyst chez Invenis et nous retrouvons Guillaume Secchi. Bonjour Guillaume. Bonjour Edouard, bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume Séquier, je suis data analyst chez Invenis. Je vous invite comme à chaque fois à mettre vos zooms en muet et à ne pas afficher vos vidéos. Pour information, nous enregistrons la session pour la diffuser en replay. Vous pouvez retrouver ces analyses sur notre site internet, dans notre Open Data Factory, qui est notre véritable laboratoire d'analyse prédictive sur des données Open Data. Je vais vous montrer rapidement la manipulation à suivre pour y accéder. Lorsque vous êtes sur le site invenis.co, vous cliquez sur l'onglet Open Data Factory dans Prédiction Covid-19. Vous arrivez sur cette page et en cliquant sur Découvrir le tableau de bord, vous arrivez sur le tableau de bord en question. Dans le premier épisode, nous vous avons présenté le cas d'usage dans son ensemble. Dans le second, nous avons vu comment lire l'effet du confinement dans les données. Aujourd'hui, nous allons voir les prédictions des cas Covid. Après la présentation, nous ferons une séance de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions à l'oral ou à l'écrit dans le chat du Zoom. Un rapide rappel du contexte où on a cherché à analyser et à comprendre l'épidémie de Covid, puis à prédire son évolution. Et donc, le fruit de ce travail, c'est le tableau de bord que vous avez sous les yeux, qui se divise d'abord avec l'onglet de contexte, puis l'onglet d'analyse, les deux onglets d'analyse, à savoir la sollicitation des capacités hospitalières et la prédiction des passages aux urgences, sur lequel aujourd'hui on va faire un focus. Pour rappel, on travaille toujours à partir des données Open Data, de DataGouv et de l'adresse, et ce tableau de bord est mis à jour quotidiennement et de façon automatique. Et on a aussi travaillé sur une cartographie pour suivre par jour et par région l'évolution de l'utilisation des lits en réanimation. Je vous invite d'ailleurs à consulter les deux vidéos précédentes afin de visualiser la cartographie. Je vais laisser la parole à Guillaume qui va introduire justement sur la partie prédiction. Merci Edouard. Donc, ce dernier onglet, en fait, il finalise l'ensemble de ce travail sur la thématique du Covid et il présente en fait la partie la plus élaborée. Donc, les travaux précédents, ils nous ont permis de comprendre cette épidémie et de faire ressortir des indicateurs de suivi. Mais ils ont été également un travail préparatoire pour cet onglet. Donc, nous sommes désormais dans le prédictif. On a alors cherché une problématique qui pouvait apporter un maximum d'utilité grâce au machine learning. Et donc, la problématique qui nous a semblé intéressante de creuser avec du machine learning, c'était celle des passages aux urgences, puisque c'est en fait la conséquence première donc, du Covid et également la cause principale du confinement. Donc, d'une manière générale, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un réel allié pour mieux comprendre son environnement, et ce, dans de nombreux domaines, donc typiquement le marketing, la finance, l'IoT, la santé. L'IA, c'est ce qui permet de traiter en fait une grande quantité de données et de tirer une réelle plus-value, à l'instar donc des maîtres en la matière comme les GAFA. Le machine learning, c'est une composante de l'intelligence artificielle et cela s'apparente en fait à la science de la prédiction. Le machine learning, c'est un ensemble de techniques qui s'appuient sur les statistiques et les mathématiques. Concrètement, on fournit à l'ordinateur donc un ensemble d'exemples à travers les données, puis on lui confie une tâche et on regarde si son indice de performance s'améliore. Et ainsi, on peut dire que l'ordinateur apprend. Donc, les différentes tâches qu'on peut typiquement confier à l'ordinateur, c'est celle de classer automatiquement, par exemple, les individus en fonction de leur comportement d'achat. On peut lui demander de prédire un prix, un événement, typiquement le score à une élection pour un candidat. Donc, les cas d'usage, ils sont infinis. Après, la limite, c'est d'avoir suffisamment de données. Nous, on s'est servi de l'IA d'Invenis qui s'applique sans codage et en particulier de l'aspect prédictif pour savoir comment peut évoluer l'épidémie. Je vais donc laisser la parole à Edouard pour qu'il rentre dans le vif du sujet. Merci Guillaume. Alors, effectivement, en fait, la première chose, avant d'utiliser du machine learning, c'est de vérifier que les données brutes répondent
à des statistiques précises. Et si ce n'est pas le cas, il faut retraiter les données. Et donc, nous, on a fait un travail préparatoire des données avant de commencer à faire du machine learning. Puis, une fois qu'on a traité les données, on s'est posé la question du choix du modèle. Compte tenu de notre problématique, qui est donc, je vous le rappelle, de prédire le nombre de passages aux urgences, le modèle le plus approprié, c'est une série temporelle. En effet, on ne cherche pas à expliquer le nombre de passages aux urgences, mais bien à le prédire. Et si on cherchait à expliquer le nombre de passages, la problématique aurait été différente et les algorithmes aussi. Je vais vous donner 2 exemples de problématiques qui utilisent des algorithmes qui sont plus explicatifs. Si on cherche par exemple à savoir quelles caractéristiques influent sur le nombre de passages aux urgences, ça peut être l'âge, le lieu d'habitation, on va utiliser un algorithme qui s'appelle une régression. Si on cherche à déterminer les clusters où l'épidémie est la plus forte, on va utiliser un autre algorithme qui s'appelle une classification. Et sachant qu'on cherche à prédire et non pas à expliquer, la temporalité est donc importante pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'un algorithme de série temporelle. Et Guillaume l'a rappelé, dans Invenice, les algorithmes sont calculés automatiquement et permettent à des personnes qui ne les connaissent pas de les utiliser. Et du coup, pour en revenir sur la démarche, en fait, vous le voyez à l'écran ici, on a commencé à prédire à partir du 14 avril, parce qu'il y a trop d'aléas dans les données, de pics, avant cette date. En effet, lorsqu'on regarde les données réelles, on voit ici que avant le 14 avril, en fait, on a fait face à la fois à une tendance à la hausse, puis une tendance à la baisse. Et à partir du 14 avril, on fait face à une tendance à la baisse, mais qui diminue bien plus lentement. Et donc, on a des aléas qui sont beaucoup moins marqués, et ce qui fait que c'est beaucoup plus propice pour faire des prédictions. On s'est ensuite posé la question de savoir jusqu'à quel horizon peut-on prédire. En fait, pour rappel, nous, on fait des prédictions à J+5. Et justement, il se trouve que dans le cadre de notre problématique, prédire à 5 jours, c'est le plus approprié. Un modèle de série temporelle, quand il fait une prédiction, il commence à faire sa prédiction à J+1. Pour prédire à J+2, il se sert de la prédiction précédente. Pour prédire à J+3, il va se servir de la prédiction à J+1 et J+2 et ainsi de suite. Donc vous l'aurez compris, plus on cherche à prédire dans le futur, moins les prédictions les plus lointaines seront précises. Donc c'est pour ça que 5 jours au final, c'était le bon cut. Et donc pour faire ces prédictions, on utilise seulement l'historique du nombre de passages aux urgences et les dates. Et c'est ce qui fait la spécificité du modèle de série temporelle qu'on utilise, car en général, un modèle peut utiliser jusqu'à plusieurs centaines de variables pour prédire. C'est le cas, je vous parlais tout à l'heure de 2 problématiques différentes pour des modèles explicatifs. Ces modèles explicatifs, ils peuvent utiliser justement jusqu'à plusieurs centaines de variables pour expliquer un phénomène. Alors, on n'utilise que 2 variables, du coup, ça peut introduire des limites. Et effectivement, il y a des limites. Par exemple, on ne prend pas en compte des facteurs exogènes, comme le déconfinement du 11 mai. On n'a pas de moyen de le factualiser dans les données. On ne prend pas en compte aussi d'autres axes, par exemple les classes d'âge. On sait que les personnes âgées sont plus vulnérables, mais malgré tout, l'algorithme reste puissant. Un point sur la qualité du modèle. Il y a des jours où on prédit très bien. Par exemple, le 6 juin, on avait un écart de 5% entre la prédiction et la réalité. On était à 381 cas versus 363 cas. Vous pourrez consulter le graphique, celui-là justement. Et il y a d'autres cas où on prédit un peu moins bien, mais une prédiction qui reste tout de même correcte. Le 5 mai, le nombre de passages réels était de 1400 cas et de 1404 cas, et la prédiction de 1247 passages, donc 13% d'écart, mais c'est tout à fait acceptable. Et pour finir, on est sur un modèle qui s'améliore de jour en jour. En machine learning, plus on a de données, mieux on prédit.
Et en fait, chaque jour, les nouvelles données alimentent le modèle et les prédictions sont automatiquement recalculées. Un exemple concret, aujourd'hui, nous sommes le 24 juin. Les données réelles s'arrêtent à J-2, donc au 22. Les prédictions à J+5, elles vont donc du 23 au 27. Vous voyez ici, hop, à partir du 23, on commence à prédire lorsque, ici, les données réelles s'arrêtent au 22. Demain, nous serons le 25. Sur cette logique, le modèle va conserver le 23 et prédire de nouveau les 24, 25, 26 et 27 juin et ajouter le 28 et ainsi de suite. Et donc, à force d'être recalculées, les prédictions vont s'affiner. En plus de ça, plus on aura d'historique, meilleures seront les prédictions. Je vous le disais en introduction que ce tableau de bord est mis à jour quotidiennement et de façon automatique. En effet, depuis la mise en production de ce cas d'usage, plus aucune étape manuelle n'est nécessaire de notre part, tout est automatique, du téléchargement des données, des sites DataGouv et de l'adresse, au traitement qu'il y a dans Inveniss, jusqu'à la visualisation des résultats dans ce tableau de bord. Pour finir, dans les mois à venir, nous pourrons développer de nouvelles analyses dans ce cas d'usage en fonction de l'actualité de l'épidémie. Nous pourrons par exemple utiliser d'autres algorithmes de machine learning pour prédire si d'autres vagues de Covid pourraient se produire. Nous aurons davantage d'historique dans les données et pourrons coupler nos analyses actuelles avec de nouvelles données Open Data. On en a terminé avec l'explication de cet onglet. Donc, c'est le moment d'échange pour les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On va attendre encore quelques petites secondes. N'hésitez pas, hein, c'est ou dans le chat du Zoom ou à l'oral. S'il n'y a pas de questions, je vais conclure. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 3e épisode d'Open Data Live. Cet épisode marque la fin de la première saison des Open Data Live. On vous donne rendez-vous très prochainement pour la saison 2 et en attendant, vous pouvez retrouver le replay de la saison 1 sur notre site internet. Alors, je vous remontre. Lorsque vous êtes sur l'Open Data Factory, hop, vous cliquez sur Open Data Live ici et donc vous aurez accès à la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn et Twitter et pour en savoir plus, rendez-vous sur l'Open Data Factory sur notre site inveniss.co. Merci à tous et à bientôt pour la saison 2.